Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Celle-ci est consacrée en grande partie à la rentrée des classes. Voici les titres. Comme Matisse au lycée Blaise Pascal à Nouméa, Samantha à l'université de Bako en province nord ou encore Sophia chez les plus petits, c'est la rentrée en Nouvelle-Calédonie. Nous verrons comment s'est déroulée cette première journée pour eux. Une question que nous poserons également à Éric Roser, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Il est notre invité depuis nos bureaux de Nouméa. Le cyclone Gabriel est actuellement en Nouvelle-Zélande lors de son passage au pays. Le phénomène a laissé derrière lui quelques dégâts, notamment des bateaux en piteux état. C'est lors du nettoyage. Pour les propriétaires, cela coûte de l'argent. Vous le verrez dans cette édition. Et enfin, après le passage de phénomènes cycloniques provoquant de fortes pluies pour que l'adduction en eau et que celle-ci soit propre dans nos robinets, l'entretien des captages d'eau doit être régulier. Un reportage à Ponériouin dans ce journal. 63 800 élèves sont attendus de la maternelle au lycée à Nouméa. La rentrée a débuté ce matin, notamment avec les classes de seconde. Ce passage est important du collège au lycée, donc qui est souvent source de stress pour les élèves. Maëlys Vézir a suivi Matisse, 14 ans, pour sa rentrée au lycée Blaise Pascal à Nouméa. Fini les jeux vidéo et bonjour les manuels scolaires. C'est la rentrée ce lundi pour Matisse qui entre en seconde au lycée Blaise Pascal. À l'heure du petit déjeuner, le stress commence déjà à monter. C'est quand même un peu stressant parce que du coup de manière générale tu changes d'établissement, donc déjà tu connais plus rien. Tu connais beaucoup moins de personnes, parce qu'arrivé à la troisième tu connais beaucoup de personnes avec les années, mais en passant en seconde du coup tu connais quasiment personne. À part ceux qui étaient dans ton collège et qui vont au même lycée que toi. C'est pour ça que c'est un peu stressant. Ce qui me stresse aussi, c'est l'examen, parce que ça se rapproche de plus en plus. Ça arrive vite. Au final, déjà l'année prochaine, on a le bac des premières, bac de français. Et aussi, peur aussi de louper. Parce qu'il y a manque de temps, la pression, ça peut jouer. Comme 300 autres élèves ce matin, Matisse, intimidé, attend l'ouverture de l'établissement à 7h pour découvrir sa nouvelle classe et son nouvel emploi du temps. Ça te fait quoi de voir le lycée Blaise Pascal, quoi? Ça paraît plus grand, c'est plus impressionnant. Toujours un peu de stress avant. Qu'est-ce que tu te souhaites pour cette année? Une bonne année. Ancien élève de 3e, Matisse a répondu à l'enquête Bien dans mes claquettes l'année dernière, lancée par la Province Sud. Elle révèle notamment que 53,2% des jeunes interrogés se disent angoissés par l'avenir. On ne peut pas bien sûr interpréter précisément qu'est-ce qui les angoisse, mais en tout cas c'est ce qu'ils perçoivent en fin de 3e, effectivement, avant de rentrer au lycée. Ce que ça amène aussi comme réflexion, c'est comment accompagner ces 1 jeune sur 2 qui ont ce sentiment d'angoisse, qui au niveau des adultes n'est pas toujours très bien perçu, on ne le perçoit pas si facilement. Beaucoup vont dire que dans leur entourage familial, on ne perçoit pas leur mal-être. Ils sentent qu'ils peuvent parler de leur vie personnelle, mais la famille en capacité de percevoir leur mal-être est moins évident, et en particulier chez les filles. Ce que montre l'enquête aussi, c'est que nous faisons plein d'actions, des points d'écoute, d'accompagnement, des dispositifs de médiation, et malheureusement, ils ne les identifient pas, ces jeunes. Quand ils ne vont pas bien, 67% disent qu'ils se débrouillent tout seuls. Ensuite, ils vont s'adresser à leur père dans les collèges, et loin derrière vont venir la famille et tous ces dispositifs que nous mettons en place qui n'identifient pas. Donc nous avons vraiment un travail à faire là-dessus. D'autres analyses tirées des résultats de cette vaste enquête Bien dans mes claquettes sont attendues en cours d'année, et l'étude globale sera, elle, réactualisée tous les 2 ans pour ajuster au mieux l'action publique. Du côté des plus grands, depuis l'ouverture officielle du campus de Bako en 2020, l'antenne de l'université de Koné a fait son bout de chemin. Avec environ 70 étudiants cette année, il est avant tout un atout pour ceux qui souhaitent se rapprocher de leur famille dans le Nord, comme pour Samantha qui rentre en première année économie et gestion, ravie de revenir vivre dans le coin et de découvrir son nouvel établissement. Un reportage d'Océane Zobler.
vas aller lire, on va te faire visiter le campus, vu que tu es en première année. Oui. Ça, ok. Samantha découvre le campus de Bakou pour la première fois. Avant de se rendre dans l'amphithéâtre pour la conférence de rentrée, Serena et Ivana, en deuxième année, prennent quelques minutes de leur temps pour lui faire une visite guidée. Alors à ta disposition, tu as les ordinateurs. Tu faudra ton code pour pouvoir te connecter dessus. Bon, après ici, sur le côté, tu as toutes les salles de cours. Faut pas hésiter à venir si jamais il n'y a personne, tu veux travailler individuellement. Si jamais il y a un travail de groupe, tu peux, tu vois, te servir. Merci pour la visite. C'était avec plaisir. J'étais surnommée au lycée Saint-Jean 23. J'étais dans la restauration. Genre j'étais loin de mes parents et on va dire que ça m'a manqué d'être tout près d'eux. Et revenir au nord, ça fait du bien. Principalement, la bibliothèque, c'est ici. Les salles de cours sont là et là. Ce qui est en jaune, c'est ce qui vient d'être construit. C'est-à-dire qu'en fait, on a un laboratoire ici et on a réouvert un autre laboratoire. En 2024, le campus proposera une nouvelle offre de formation. Il s'agit d'une licence en agronomie qui sera complémentaire du BTS qui existe déjà au lycée Michel Rocard. Pour cela, une nouvelle salle de TP ainsi qu'une salle pour les professeurs et les chercheurs viennent d'être construites. Évidemment, ça nous permet aussi de mettre en œuvre via la recherche, via les formations qu'on aura ici, des choses plus spécifiques à l'agronomie et avoir ça en spécialité. Voilà, c'est ça l'idée. Ils nous ont parlé aussi des nouveaux logements qu'il y a eu ici pour les étudiants à Kataviti. Oui, là, je suis motivée à 100%. Demain, Samantha devra se rendre à nouveau sur le campus pour avoir ses accès Internet. Mercredi, une journée cohésion autour du sport sera organisée. Les cours pourront commencer normalement jeudi matin. Et pour refermer cette série de reportages sur la rentrée des classes, nous sommes allés voir aussi les tout petits. C'est à l'école Les Petites Fourmis Montessori située au quartier des Cigales à Koné que nous avons assisté à la rentrée de Sophia. Un reportage de Mathieu Le Barbier. On va faire les choses doucement. Tu vas avoir chaud toi ma pépette avec ça, non? Elle est belle là. Ce matin, c'est la rentrée pour la petite Sophia. 3 ans et tout juste arrivée de métropole. Et ses parents l'ont scolarisée à l'école Les Petites Fourmis, qui est une école Montessori. C'est ce que l'on pourrait aussi appeler une école privée hors contrat. Et puis après on va aller choisir un casier pour ranger tes affaires. Arriver à Koné et trouver une école Montessori qui correspondait à nos critères, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la fiche Montessori pour être sûr que ça respecte bien cette pédagogie-là. On était extrêmement soulagés. La pédagogie Montessori est une méthode d'éducation alternative basée sur la confiance en soi, l'autonomie, les expérimentations et l'apprentissage en douceur. Et ça va avec ça, c'est pour renverser. Un plateau, une activité. Voilà. Le cas de Sophia est particulier dans le sens où elle était en métropole à Lyon et elle était scolarisée dans un contexte Montessori également. Cet avantage avec la pédagogie Montessori, c'est qu'il y a un pool de matériel qui est identique dans toutes les écoles, dans le niveau 3-6 ans. Et donc Sophia, elle est très très à l'aise parce qu'elle connaît le fonctionnement, elle connaît une grande partie du matériel. Elle a plus que le contexte elle a plus qu'à s'habituer au contexte et à ses nouveaux amis. Et concernant le contexte, il faut préciser que cette école ne compte que 6 élèves sur ses bancs. Un environnement propice au développement particulier de chaque enfant. Très bien. Je suis très fière de toi, Sophia. Dans une école traditionnelle, moi j'ai vu avec mes neveux, mes nièces qui sont en école publique, malheureusement, les parents sont juste en tant qu'observateurs, sans pouvoir interagir avec l'enfant, sans pouvoir intervenir ou découvrir. Alors que là, elle nous laisse à chacun le temps de prendre nos marques, d'accompagner notre enfant dans les différentes activités et puis de répondre à ses besoins. Je n'ai qu'une enfant, donc je peux me permettre de payer cette école. Donc voilà, c'est vrai que pas tout le monde ne peut se le permettre, mais c'est une question de choix. Alors je ne vais pas rouler avec une grosse voiture, je ne vais pas m'habiller avec de la marque, mais je préfère tout investir dans l'éducation de ma fille. Avec ses 6 élèves inscrits, l'école Les Petites Fourmis est au complet pour cette nouvelle année qui, pour Sophia et ses camarades, promet d'être riche en enseignements.
Voilà, s'investir dans l'éducation de nos enfants, je pense que c'est l'objectif de tous les parents. Et nous recevons Eric Roser depuis nos bureaux de Nouméa, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir Elise Wachitine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de vous faire réagir sur nos reportages, première journée pour les écoliers, les collégiens, les lycéens. Est-ce que le dernier phénomène cyclonique a eu des répercussions sur la rentrée de certains établissements à la fin de la journée? Est-ce qu'on peut dire que tout s'est bien passé? On peut dire que globalement, tout s'est bien passé, que fort heureusement le cyclone n'a pas causé de dommages à nos établissements scolaires. Certains ont peut-être rencontré des difficultés d'acheminement d'eau potable, mais d'une manière générale, notre rentrée s'est bien passée. On a aussi quelques collégiens, lycéens qui n'ont pas pu rejoindre leur établissement en raison notamment de transport du Béticho qui a été reporté au début de cette semaine, et puis de certains vols d'Air Calédonie. Mais globalement, ces élèves-là, je les rassure, ils seront bien accueillis et ils seront très vite intégrés dans leur nouvelle classe. Alors, Monsieur Roser, je voudrais vous faire réagir par rapport au premier reportage sur Mathis. Est-ce que vous comprenez le stress de ce jeune homme? Écoutez, toute nouveauté génère forcément de l'inquiétude parce qu'on ne la connaît pas. Et d'ailleurs, c'est aussi le rôle de l'école d'apprendre à s'apprivoiser en quelque sorte à la nouveauté, de la découvrir. Bon, je crois que d'ici 2 ou 3 jours, les questions et les interrogations qu'il se pose seront déjà derrière lui. Il se sera fait de nouveaux camarades. Il aura été rassuré sur son emploi du temps et sera accompagné par ses professeurs. D'ailleurs, en seconde, je le précise, il y a un temps d'accompagnement personnalisé qui précisément permet de travailler sur les nouvelles méthodes, parce que le franchissement du collège au lycée, ce sont 2 nouvelles méthodes, davantage d'autonomie et, comme il le disait aussi, le cap vers l'examen. Mais je tiens à le rassurer parce qu'il était un peu inquiet. Nous avons toutes les accompagnements et à partir du moment où on s'engage dans les apprentissages, que l'on fait son travail scolaire, la réussite est au rendez-vous. Alors, vos priorités cette année, c'est la maîtrise des fondamentaux en mathématiques et en français. Les résultats de certains élèves sont si catastrophiques. Alors effectivement, c'est des priorités que l'on a maintenues depuis plusieurs années, avec le constat qu'il y avait véritablement la nécessité de se centré sur ces priorités, sur cette maîtrise du français et des mathématiques qui sont en quelque sorte les 2 points d'appui pour ensuite accéder aux autres apprentissages. Et donc il est essentiel que chaque élève acquiert les fondamentaux dans ces 2 disciplines. Alors priorité parce que effectivement au constat de l'entrée en 6e, on observe que notamment en mathématiques, un nombre significatif d'élèves n'ont pas les compétences de base, et il s'attache pour nous d'une part de les accompagner, d'avoir une évaluation fine de leurs besoins et de mettre en place des procédures de remédiation, et d'autre part, et ça a été aussi une priorité qui engage le premier degré, de renforcer la formation des enseignants et dans les mathématiques, dans l'apprentissage des mathématiques, de sorte que nous évoluions favorablement. Maintenant, disons-le clairement, la Nouvelle-Calédonie se situe au constat de l'évaluation d'entrée en 6e à peu près dans l'épure, dans la moyenne des académies ultramarines. Je pense à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, à la Polynésie française. Donc on a les mêmes caractéristiques sociales, on a les mêmes constats à l'entrée en 6e, on a une maîtrise du français qui est plutôt satisfaisante et la même faiblesse en mathématiques. Alors, 2 sujets préoccupent l'union des groupements des parents d'élèves. J'aimerais vous faire réagir à ces propos de la présidente Virginie Murcia, présidente de l'UGPE. On l'écoute et ensuite vous réagissez. Parce qu'il arrive malheureusement régulièrement en ce moment beaucoup de harcèlement scolaire dans les établissements scolaires. Pas seulement entre enfants, mais c'est aussi entre une personne adulte et un enfant ou l'inverse. Et donc il faut être vigilant justement sur ces problèmes d'harcèlement scolaire dans les établissements. Mais dans cette période, pour les affectations, ça a été trop juste pour les parents et trop court aussi. Parce qu'on a eu beaucoup de parents qui nous ont appelés justement et angoissés de ne pas savoir si leurs enfants ont eu une place pour la rentrée. Donc il faut savoir que quand il y a un conseil de classe, justement, c'est la décision du proviseur de l'établissement et des professeurs ainsi que des parents qui décident sur une feuille d'orientation leur choix et leurs vœux avec l'enfant.
la plupart du temps, on a été surprise, c'est que le premier vœu de l'enfant n'a pas été sélectionné. Voilà, donc j'ai oublié de le préciser, hein, les deux sujets sont le harcèlement et l'affectation scolaire. Votre réaction, M. Roser? Alors, sur le harcèlement, effectivement, nous sommes particulièrement vigilants. Nous avons constitué des outils pour accompagner, pour être en capacité de détecter les élèves qui subissent des situations de harcèlement. Et d'ailleurs, nous avons travaillé avec les parents des élèves, avec l'UGPE, et dès qu'une situation est portée à notre connaissance, nous sommes tout de suite en accompagnement, en réaction pour permettre le retour à une scolarité normale. Sur le deuxième point, qui est la question de l'affectation des élèves, effectivement, le calendrier de la fin de l'année 2022 a été un peu plus tendu que celui des années précédentes. Tout simplement, si vous vous souvenez, j'avais fixé comme objectif de garder le maximum de temps scolaire et de réduire les opérations de fin d'année. Pour autant, fin décembre, la quasi-totalité des élèves étaient affectés, que ce soit dans la voie générale et technologique ou dans la voie professionnelle. Et d'autre part, ils étaient très majoritairement, plus de 90%, affectés sur leur premier vœu. Alors, j'aurais deux questions pour terminer cet entretien. Les effectifs, on sait que c'est important hein, pour l'inscription de nos enfants et surtout pour les établissements. Les effectifs sont en diminution. Alors, quelle en est la raison et est-ce que c'est préoccupant par rapport aux effectifs dans certains établissements? Alors, effectivement, hein, donc les constats d'effectifs montrent que nous baissons en population scolaire. Et même nos prévisions, nos modèles de prévision d'ici 2030 nous indique qu'il y aura environ entre 3 000 et 4 000 élèves de moins dans le premier degré, 1 000 collégiens de moins également. Alors la principale des raisons, c'est bien entendu la démographie, c'est-à-dire le nombre de naissances qui a légèrement diminué, mais cumulé sur toutes les années de scolarité, bien entendu, à la fin, cela nous amène les chiffres que j'ai énoncés. Deuxième raison qui complète les choses, c'est les départs. Alors maintenant, est-ce que ce doit être un élément d'inquiétude? Je dirais que c'est plutôt un élément de lucidité qui doit maintenant être pour nous. Nous avons des informations, nous avons des données et à charge pour nous d'anticiper les évolutions. Alors, plusieurs pistes. La première, c'est de travailler sur une complémentarité entre le public et le privé, notamment dans les endroits où il y aurait encore des possibilités de regrouper. Vous le savez, pour l'école, ce n'est pas une grande difficulté. Pour l'école, on peut constituer des classes à plusieurs niveaux. Le maître est unique, il enseigne toutes les disciplines. Mais dès qu'on arrive au collège, si la structure est trop petite, eh bien, il y a des difficultés parce que nous n'arrivons pas à avoir suffisamment d'heures d'enseignement dans chacune des disciplines pour y affecter un professeur titulaire. Et donc, on a parfois des difficultés d'amener de la ressource humaine de qualité et donc de délivrer un enseignement de qualité tel qu'il est dû aux familles. Donc nous avons à anticiper cela, nous avons à le travailler de près. C'est une réalité. Ça a déjà été une tendance depuis 2012 hein, et à certains endroits, c'est plus prononcé qu'à d'autres. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien. Rapidement, quel est le message que vous avez envie de passer aux jeunes, aux enseignants pour l'année 2023? Alors aux jeunes, je leur dirais, gardez confiance, investissez-vous dans votre travail, c'est important, c'est votre avenir qui se construit petit à petit et aux enseignants, je leur adresse tous mes encouragements et tous mes remerciements pour leur investissement et leur engagement professionnel. Éric Roser, vous êtes le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Élise. En bref, 1 kilogramme de cocaïne retrouvé au pays lors d'une opération de contrôle par les douanes. Il a été dissimulé dans une enceinte de portable. Mercredi dernier, 2 hommes âgés de 48 et 45 ans résidant à Nouméa ont été interpellés. Les 2 personnes déférées au parquet ont été mises en examen. Les personnes encourent notamment la peine de 10 ans d'emprisonnement. Selon le parquet, le kilogramme de cocaïne qui aurait été acheté pour une somme de 6 millions de nos francs pacifiques en métropole.
Dans un tout autre registre, plus d'une dizaine d'embarcations ont été victimes du vent et de la houle de ce week-end cyclonique sur Nouméa. Plusieurs épaves ont été signalées à la capitainerie du port autonome. Uniquement des bateaux de plaisance qui ont fini échoués dans les baies de Nouville, de Nimbo ou encore de celle de la baie de l'Orphelinat où nos équipes ont assisté ce matin à une opération de dépollution. Un reportage de Duke Menango et Louisa. Profitant d'une marée basse et de conditions favorables, ces plongeurs ramassent les débris flottants ou encore coincés dans les roches. On essaye de s'entraider pour dépolluer au plus vite la baie de l'Orphelinat, pour faire enlever le plus de débris qu'il y avait dans l'eau pour pas que ça gêne la navigation et pas de pollution. Donc, et après, les épaves même seront enlevées par les propriétaires via les assurances et faire enlever le plus tôt possible. Ils ont une mise en demeure d'enlever moins d'une semaine, quoi. Si les opérations se déroulent sans trop de difficultés, il a d'abord fallu identifier les bateaux ainsi que leurs propriétaires. Il y en a qui n'ont pas de numéro, pas de nom pour chercher les propriétaires. Ça a été un petit peu dur, mais ça y est, là, normalement, pratiquement tout a été identifié. La capitainerie du port autonome rappelle que les propriétaires de ces bateaux sont responsables des débris comme des épaves. Jean-Louis est l'un d'entre eux. Il avait acheté un voilier juste après sa retraite en 2018. J'avais un panneau solaire dessus, donc il doit être au fond, certainement. Il faut que je la fasse sortir, donc ils m'ont donné des adresses. Parce que là, il va falloir faire venir des plongeurs pour attacher l'épave et puis la sortir avec une grue. Et après, je sais pas, on verra. C'est à ma charge. Hein. Et au niveau des assurances, vous pensez que j'aurai... Pas d'assurance. Donc dans le baba, quoi. On va voir ce qui passe, combien ça vaut. Quoi. Voilà, on va nous bouffer une partie de la retraite encore. Selon l'entreprise de dépollution rencontrée sur place, enlever l'épave de son bateau devrait lui coûter entre 300 et 400 000 francs CFP, sans le coût de la destruction. Pour les autres propriétaires, la facture pourra aller de 30 000 à 700 000 francs CFP. Voilà un reportage de Duke Menango et de Louisa Destug. Ces bateaux échoués et détruits sont la conséquence du passage du cyclone Gabriel. Gabriel qui a touché le nord de la Nouvelle-Zélande. Selon Radio New Zealand sur place, coupure de courant, inondations et chutes d'arbres ont été signalées sur la péninsule de Te Aupuari à l'extrême nord du pays. Les habitants dans le reste de la Nouvelle-Zélande se préparent eux aussi à faire face au phénomène. Justement, après le passage de phénomènes cycloniques, les cours d'eau peuvent être perturbés et notamment avoir des conséquences sur les captages d'eau. Alors que la rentrée scolaire est au cœur de toutes les préoccupations, l'eau au robinet est indispensable pour que les enfants soient accueillis. C'est la mission des communes de veiller à ce que tout soit fonctionnel. À Poniréouin, le secteur a été confié à une entreprise privée. Nous avons suivi Jean-Marc. C'est à lui que revient l'entretien et la surveillance du secteur. Un reportage d'Aurélie Chian. Là, on monte à Nawea, captage de Nawea. Jean-Marc doit traverser des plaines et des criques pour atteindre le captage situé à 10 km du village. Avec les pluies qui abîment l'accès, le trajet est difficile. Tous les jours, on est obligé de mettre des 4x4. Sauf par beau temps, quoi. Voilà, la plupart du temps. Les 4x4 sont très sollicités, quoi. 12 captages comme celui-ci alimentent la commune de Poniréouin. Des installations à ciel ouvert exposées aux caprices de la météo. Et c'est un recouvert d'algues, c'est ça qui est le plus dangereux avec les feuilles. Éviter de marcher dessus, de glisser, surtout de glisser parce que voilà, on n'a pas de port d'attache, des lignes de vie, tout ça là. C'est ça qui est problématique pour la sécurité, tout ça. Même avec 30 ans d'expérience dans le métier, Jean-Marc reste très prudent. À plus de 50 mètres de hauteur, il suffit parfois de rien pour que la vie bascule. C'est l'habitude qui est le vrai danger, quoi. Hein? Et c'est ça, je recommande toujours aux jeunes, là, quand ils viennent ici, de ne pas jouer, déjà. C'est pas un endroit pour jouer. Et voilà, il faut faire attention. Ah, c'est comment là-dessus, ça va? C'est bon là-haut? Ça a été nettoyé. Ça y est, c'est nettoyé, propre, comme tout, comme il fallait faire. Pour que les administrés ne soient pas privés d'eau, il faut libérer sa circulation vers les bassins. À cause des pluies incessantes, l'entreprise en charge de l'entretien du réseau a multiplié par 4 ses interventions. Ici, là, il y a eu des coupures incessantes. Au moindre pluie, le barrage était bouché, l'eau sale. Après, il y avait de l'air dans les tuyaux.
casser les mécanismes des fosses septiques. Et là, je vois depuis une semaine là, que M. Gorodik a repris, mais il y a un changement radical. Jean-Marc, c'est la référence sur Poney-Réouin dans ce secteur. Depuis quelques jours, il transmet son savoir à Maurice. Ensemble, ils vont voguer au fil de l'eau dans l'espoir que le jeune homme soit aussi intarissable que lui sur le sujet. Ainsi s'achève votre journal. Merci de votre attention. Bonne rentrée à nos enfants du pays. Belle soirée.